Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. On parle souvent dans l'actualité depuis plusieurs mois des relations tendues entre la France et l'Algérie. Interpellation d'influenceurs algériens vivant en France, arrestation à Alger de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, campagne de dénigrement en Algérie contre un autre écrivain binational, le Goncourt 2024 Kamel Daoud. Tous ces événements font en réalité partie d'une crise diplomatique en cours entre la France et l'Algérie, crise qui a commencé à la fin de l'été 2024. Alors pourquoi? Quel a été le point de départ? Et pourquoi cette crise ne fait que s'aggraver? Réponse aujourd'hui dans Code Source avec Henri Vernet du service politique du Parisien. Il couvre notamment les questions de diplomatie. Henri Vernet, le jeudi 9 janvier, que se passe-t-il à l'aéroport d'Alger, si on résume les faits? Un influenceur algérien dénommé Doualem, qui vient d'être expulsé du territoire français par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, pour avoir tenu sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, des propos appelant à la haine, appelant à la violence, débarque encadré de 2 policiers français pour être renvoyé sur le territoire algérien, puisque c'est un citoyen algérien. Seulement, les policiers sont accueillis par les autorités algériennes qui refusent purement et simplement de le prendre sur leur territoire, de prendre le dénommé Doualem, et donc le renvoient par l'avion suivant avec les policiers qui n'ont aucun recours sur le moment. On va revenir en détail sur cette journée à la fin de ce podcast et sur les réactions qui ont suivi. Mais pour bien comprendre, on va revenir 63 ans en arrière, au mois de mars 1962. Les accords d'Évian mettent fin à la guerre d'Algérie, guerre d'indépendance de cette ancienne colonie française. Henri Vernet, de quoi la France s'est-elle rendue coupable pendant cette guerre? De quel type d'exaction? Ça déjà, on le saura bien après, parce qu'il faut se souvenir que pendant longtemps, et évidemment à l'époque, on parlait même pas de guerre d'Algérie, on parlait des événements, et a fortiori tout ce qui s'y est passé, les exactions que la France a commises, maintenant on le sait, c'est établi, n'ont été connues que bien plus tard. Il y a eu des massacres par l'armée française de villages entiers, qui étaient considérés comme tenus par le FLN, donc la branche militaire de l'indépendance algérienne. Il y a eu des actes de torture qui ont été reconnus par la France des décennies plus tard. Il y a eu des bombardements au napalm. Il y a eu donc beaucoup d'exactions pendant ces années-là qui ont été couvertes par l'armée, couvertes par le pouvoir politique de l'époque, au motif qu'en face, le FLN algérien perpétrait lui aussi des horreurs, et aussi parce que les militaires avançaient que tous les moyens étaient bons pour éviter la mort de ce qu'ils appelaient des civils innocents européens. En 1968, le 27 décembre 1968, un accord est trouvé entre la France et l'Algérie concernant la circulation des citoyens entre les deux pays. Que prévoit-il, encore en résumé? L'objectif de cet accord, c'est de bâtir une bonne relation avec ce pays désormais indépendant qui devient un partenaire qu'est l'Algérie. Et donc, les citoyens algériens, au nom de ce partenariat, ont un statut privilégié pour venir en France par rapport à tous les autres étrangers. C'est-à-dire que ce qui leur est accordé, c'est une facilité de circulation plus grande. Les visas, les certificats de résidence sont accordés plus facilement aux Algériens qu'aux autres nationalités, et cela aussi bien pour des motifs privés, familiaux, des motifs d'emploi, de trouver un travail. Bref, c'est vraiment un statut qui rend plus aisée la circulation entre les deux rives de la Méditerranée pour les Algériens. Et depuis cette époque, entre la France et l'Algérie, ce passé douloureux est source de tensions, d'incompréhension. Depuis le début des années 2020, il y a eu plusieurs tentatives pour essayer d'apaiser cette mémoire, avec notamment un rapport demandé à l'historien français qui a grandi en Algérie, Benjamin Stora, et aussi une commission mixte mémorielle réunissant des historiens français et algériens. Et ça, c'est une grande nouveauté, parce que l'histoire, malgré tout, la relation a toujours été passionnelle, tumultueuse entre l'Algérie et la France pendant toutes ces décennies. Stora, son rapport lui est commandé par Emmanuel Macron, parce que Macron, il appartient à une génération nouvelle. C'est le premier président français qui n'a en réalité aucun rapport avec cette histoire-là, avec cette période, et donc qui peut se lancer dans une politique mémorielle de réconciliation par l'histoire. Et c'est en cela que Benjamin Stora dresse son rapport, dans lequel il revient justement sur ce qu'on a vu, sur les non-dits, les horreurs de la guerre, et donc il recommande une approche
entre historiens des deux côtés, qui vise à dire à chacun d'accepter ce passé, de reconnaître les fautes qui ont été commises, de reconnaître les crimes qui ont été commis, pour mieux repartir sur des bases nouvelles. Et il y a des recommandations, en effet, de partager des archives, de dresser des statues, par exemple en France, sur ceux qui sont parfois considérés comme des héros de l'indépendance en Algérie, et qui en France n'ont aucune place, ni dans l'histoire, ni dans la rue sous forme de statues, ni de rues portant leur nom. Henri Vernet, au départ, Emmanuel Macron a de bonnes relations avec le nouveau président algérien, Abdelmadjid Tebboune, qui a été élu en décembre 2019. Et il a été élu après le long règne de Bouteflika, avec lequel les relations également là ont été difficiles, et surtout qui était vraiment englué dans cette histoire difficile. Avec Tebboune, alors il n'est pas tout jeune, il a 75 ans au moment où il est élu, néanmoins c'est une page qui se tourne et donc l'occasion de lancer quelque chose de nouveau. Et les deux hommes, au départ, ont une réelle confiance l'un dans l'autre. Tebboune est intéressé par la démarche mémorielle, donc il y a une espèce de confiance, et cette confiance, elle va culminer dans un voyage de 3 jours en Algérie qui est accompli par Emmanuel Macron en août 2022. Et de ce voyage sortira une véritable feuille de route qui est signée par les deux présidents, le français et l'algérien, pour élaborer les bases vraiment d'une relance, d'une coopération, d'un véritable partenariat, et qui va déboucher sur une visite gouvernementale, une espèce presque de conseil des ministres conjoint avec Elisabeth Borne, qui est alors première ministre, et qui se rend à Alger avec une partie de son gouvernement pour une vraie réunion de travail. Henri Vernet, ce qui va compliquer la situation à partir de 2021, c'est la rupture des liens diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Pourquoi ça complique les choses pour la France ? Parce qu'il est extrêmement difficile de garder une politique équilibrée au Maghreb entre le Maroc et l'Algérie. Le Maroc et l'Algérie étant vraiment deux puissances rivales, quand on se rapproche de l'un, en l'occurrence de Rabat, eh bien forcément ça froisse l'autre, ça froisse Alger, et réciproquement. Donc cette rupture ouverte entre les deux capitales, Alger et Rabat, ça plonge la France devant un dilemme redoutable. L'un des principaux points de désaccord entre l'Algérie et le Maroc, c'est le Sahara occidental, donc la partie ouest du désert du Sahara. C'est grand comme un peu moins de la moitié de la France. Pourquoi ce territoire est un sujet de discorde entre le Maroc et l'Algérie ? C'est une ex-colonie espagnole qui est revendiquée depuis toujours par le Maroc. Or, ce territoire est revendiqué par les indépendantistes sahraouis qui ont une branche armée, le Front Polisario, et le Front Polisario est soutenu de manière très importante et constante par Alger. Par ailleurs, l'Algérie, elle aussi, a fait de la cause sahraoui une cause sacrée. Ils abritent sur leur territoire, dans le sud algérien, à Tindouf, quelques 200 000 réfugiés sahraouis. Le mardi 30 juillet, Emmanuel Macron prend position en faveur du Maroc au sujet du Sahara occidental. Il envoie un courrier au roi Mohamed VI. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Dans sa lettre, il reconnaît de fait la marocanité du Sahara occidental. C'est en rupture avec la position française qui jusque-là était plutôt alignée sur l'ONU qui prévoit depuis des décennies un référendum d'autodétermination des Sahraouis mais qui n'a jamais eu lieu. Et Macron s'aligne en revanche sur les États-Unis qui avec Trump avaient déjà reconnu quelques années auparavant cette marocanité et surtout sur l'Espagne qui également s'était alignée sur cette position. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Comment réagit le président algérien, Abdelmadjid Tebboune ? Évidemment très mal. Et pourtant, Macron l'a prévenu de sa décision. 2 mois auparavant, début juin, en marge d'un G7 en Italie, il avait dit qu'il se préparait à cette reconnaissance. Pourtant, au moment où elle est officialisée par la lettre, Alger réagit très durement en décidant le retrait de son ambassadeur. Le retrait, en langage codé diplomatique, c'est un geste qui est très fort, c'est beaucoup plus fort notamment que le simple rappel pour consultation. À partir de novembre 2024, on va beaucoup parler dans ce dossier de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, il a 75 ans. Qui est-il en résumé ? Boualem Sansal, c'est à la fois un écrivain, un intellectuel, un ancien haut fonctionnaire algérien. Il n'a été naturalisé français qu'en 2024 et c'est quelqu'un qui a vraiment fait son œuvre et sa carrière sur les 2 rives de la Méditerranée. Il est connu comme écrivain, il a toujours été critique
envers le régime algérien, mais ça depuis déjà le colonel Boumedienne qui avait succédé aux indépendantistes et le régime Bouteflika. Chez lui, c'est une posture assez constante qui ne l'a pas empêché pendant des années d'être un haut fonctionnaire algérien au ministère de l'Industrie. Le 16 novembre, Boualem Sansal atterrit à l'aéroport d'Alger en provenance de France. Il vit entre les deux pays. Qu'est-ce qu'on lui reproche ? Officiellement, il est arrêté pour atteinte à la sûreté de l'État parce qu'il a tenu des propos qui remettent en cause l'intégrité territoriale algérienne, au-delà d'ailleurs du Sahara occidental. Et évidemment, c'est un prétexte pour le régime d'Alger qui le tient pour un opposant extrêmement critique et dont la voix porte. Comment réagit Paris dans un premier temps ? Dans un premier temps, par les canaux gouvernementaux diplomatiques habituels, c'est-à-dire en demandant la libération d'un ressortissant qui est franco-algérien et dont les motifs d'arrestation paraissent pour le moins bancals. Il y a également une partie de la société civile et des politiques qui se mobilisent, mais pas tant que cela, parce que rapidement en France, il y a une polémique, il y en a qui jugent que Sansal, il est lié à des milieux d'extrême droite, son intégrité presque est mise en cause en France, et donc tout le monde ne se mobilise pas assez. Clairement, la mobilisation n'est pas aussi forte qu'elle devrait l'être. Henri Vernet, toujours au mois de novembre, un autre écrivain franco-algérien, Kamel Daoud, est attaqué sur les réseaux par certains Algériens. Kamel Daoud qui vient tout juste de recevoir le prestigieux prix Goncourt le 4 novembre pour son roman Ouris. Qu'est-ce qui lui est reproché, en résumé donc par certains Algériens ? Le livre de Daoud, c'est l'histoire d'une femme qui a été égorgée par des islamistes dans la terrible décennie noire en Algérie des années 1990. Et les médias algériens, la campagne de dénigrement en Algérie, elle accuse Kamel Daoud d'avoir volé cette histoire. C'est-à-dire ? La femme de Daoud est psychiatre à Alger. Elle avait reçu en consultation une femme qui était réellement victime des horreurs de la guerre civile, qui avait été égorgée. Depuis, elle est quasiment muette, s'exprime avec beaucoup de difficulté, mais surtout, elle avait dit non à Kamel Daoud pour utiliser son témoignage. Autre accusation qui vise cette fois la France. Le 7 décembre, 2 chaînes de télévision publiques algériennes évoquent dans un reportage un prétendu complot des services secrets français pour essayer de déstabiliser l'Algérie. La DGSE, les services secrets français, sont accusés d'avoir recruté des anciens terroristes islamistes algériens pour commettre des attentats sur le sol algérien pour déstabiliser le régime d'Alger. Ils m'ont demandé d'aller dans les quartiers populaires d'Alger comme Bab El Oued, El Makaria, Hussein Dey et El Arash pour trouver les extrémistes. On m'a dit de recontacter les anciens extrémistes et de gagner leur confiance, de leur expliquer que je veux constituer un nouveau groupe terroriste et que je serai leur chef. Quelle est la réponse de Paris face à ces accusations gravissimes ? Au début, une forme d'incrédulité. L'accusation, elle est jugée fantasmagorique, abracadabrantesque. Néanmoins, les Français se rendent compte que le sujet est pris au sérieux à Alger puisque l'ambassadeur de France en Algérie est convoqué par les autorités et qu'il doit répondre de tout un tas d'accusations. Outre ce prétendu complot, il lui est reproché de recevoir des opposants, de participer à l'instauration en France d'un climat de haine contre l'Algérie, tout un tas d'accusations très fortes. Au début de l'année 2025, le lundi 6 janvier, Emmanuel Macron présente ses vœux aux ambassadeurs à l'Élysée et il a des mots très fermes sur l'Algérie au sujet de l'écrivain Boualem Sansal qui est toujours détenu. Les mots sont forts. L'Algérie que nous aimons tant et avec laquelle nous partageons tant d'enfants et tant d'histoires entre dans une histoire qui la déshonore, a empêché un homme gravement malade de se soigner. Et ça n'est pas à la hauteur de ce qu'elle est. En effet, Boualem Sansal a été transféré dans un hôpital à Alger parce qu'une grave maladie lui a été détectée et il faudrait donc qu'il puisse rentrer se soigner en France. C'est la première fois que le président Emmanuel Macron parle comme ça de l'Algérie. Oui, parce que jusqu'ici, Paris a plutôt eu tendance à faire le gros dos, à essayer malgré tout de sauver cette relation qui, un an auparavant, semblait bien repartie. Toujours au début de l'année 2025, 6 influenceurs algériens vivant en France sont visés par des procédures. Les autorités françaises leur reprochent des vidéos postées sur des réseaux comme TikTok, vidéos appelant à la haine ou à la violence contre des opposants algériens. Henri Vernet, le soupçon du gouvernement français, c'est que ces influenceurs sont aidés dans leur travail de communication par les services secrets algériens, c'est ça ? C'est un soupçon. Ce qui apparaît clairement, c'est qu'il n'y a pas un ordre direct qui viendrait d'Alger, qui dirait
allez-y les gars, déchaînez-vous. En revanche, ce qui paraît assez probable, c'est que ces influenceurs sont coordonnés, peut-être organisés par des personnalités proches du régime d'Alger. Parmi ces influenceurs algériens, il y a un certain Boualem Naman, 59 ans. Il se fait appeler Doualem sur TikTok, où il a près de 200 000 abonnés. Le 5 janvier, il est interpellé à Montpellier, dans l'Hérault. Le préfet de l'Hérault affirme qu'il avait lancé dans une vidéo un appel à la torture visant, je cite, un opposant au régime algérien. Boualem Naman, alias Doualem, donc, a été condamné à plus de 11 ans de prison en France pour différentes infractions et délits. Il est entré dans le pays de façon irrégulière à 2 reprises, mais il avait été régularisé en 2010 parce qu'il est le père d'un enfant français. Henri Vernet, voici donc pour la biographie en résumé de Boualem Naman. Son arrêté d'expulsion est daté du 7 janvier. Le 9 janvier, il est donc reconduit vers l'Algérie à bord d'un avion. Et c'est là qu'intervient l'incident à Alger, c'est-à-dire que les policiers qui l'accompagnent ne peuvent même pas sortir du tarmac de l'aéroport. Ils sont aussitôt refoulés avec Doualem dans le premier avion pour Paris. Comment l'Algérie justifie sa décision ? C'est un peu confus dans un premier temps. Les autorités algériennes, d'après ce qui est rapporté par les policiers qui l'ont accompagné, disent que Boualem, tout simplement est interdit de territoire en Algérie. Et puis Alger, par la voix de son ministère de l'Intérieur, dit que cet influenceur n'a pas pu faire valoir ses droits, qu'il n'a pas bénéficié d'un traitement judiciaire équitable et que finalement cette procédure elle n'aurait pu intervenir qu'au terme d'un procès. Après le retour à l'envoyeur de l'influenceur algérien expulsé, que répond le gouvernement français ? Une humiliation pour la France. Ce sont des mots très forts. Ils sont prononcés par le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau. On voit bien que l'Algérie cherche à humilier la France. Je pense qu'on a atteint avec l'Algérie un seuil extrêmement inquiétant. Il faut dire qu'il a fait de cette cause de l'immigration illégale, des expulsions, des OQTF, une priorité, une marque de fabrique. C'est quelqu'un qui incarne la droite assez dure au sein du gouvernement, au sein des Républicains. C'est évidemment un mauvais message à envoyer à son électorat. Vous l'avez dit, Bruno Retailleau incarne l'aile droite de ce gouvernement, mais le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui lui est plus centriste, a également des mots très forts. Oui, il fait savoir que la France étudie tous les moyens d'une riposte diplomatique très ferme, ce qui peut concerner la politique de visa, l'aide au développement. C'est une inflexion très ferme parce qu'il faut savoir que la France accorde environ 200 000 visas aux Algériens chaque année. Or, Bruno Retailleau, justement, était un peu le seul à prôner d'utiliser cette politique des visas comme un levier de pression sur Alger. Le Quai d'Orsay, même l'Élysée, s'y refusait. Donc ce changement de posture de Paris montre bien une volonté de riposter à l'escalade menée par l'Algérie. Que dit Alger suite à ces déclarations, notamment celle du ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau ? La réaction officielle est très dure. Elle est prononcée par le ministère algérien des Affaires étrangères. Elle nie d'abord toute escalade qui serait menée par Alger, aucune logique de ce genre, et encore moins d'humiliation, prétend-il. Et surtout, le communiqué dénonce la présence d'une extrême droite revancharde au sein du gouvernement français. Donc les mots sont violents. Henri Vernet, jusqu'où peut aller cette crise diplomatique entre la France et l'Algérie ? Jusqu'où, c'est difficile à dire. La rupture pure et simple entre deux pays qui sont tellement imbriqués paraît impossible. Néanmoins, cette possibilité, elle n'est pas à écarter. Parce que cette crise, de l'avis même de bons connaisseurs de ce dossier, elle est d'une toxicité qui n'a jamais été atteinte. Parce que des crises, il y a souvent eu des altercations, des accrochages, des brouilles entre Paris et Alger. Mais au bout de quelques mois, en général, ça se réglait. Là, ça fait un certain temps et surtout, on ne voit pas le chemin vers la sortie. La France a proposé d'envoyer des émissaires de bonne volonté. Alger a catégoriquement dit non. Qui a le plus à perdre dans cette crise ? C'est délicat des deux côtés, parce que ce sont deux nations, qu'elles le veuillent ou non, qui sont très imbriquées l'une dans l'autre. Il faut savoir que 10% de la population française a un lien plus ou moins direct avec l'Algérie. Les deux pays sont très dépendants économiquement l'un de l'autre. La France importe 6 à 7% du gaz qu'elle consomme de l'Algérie. L'Algérie, elle, voit son approvisionnement en blé, l'essentiel vient de France. Et puis, il y a tout ce qui n'est pas mesurable, c'est-à-dire les liens culturels, les liens de la mémoire, les liens historiques. L'Algérie, elle garde un côté un peu idéalisé pour la 2e, 3e génération de rapatriés. Et bien sûr aussi pour
pour les différentes générations d'immigrés. Et même côté algérien, le désir de venir en France, les demandes de visa n'ont pas diminué, notamment de la part des jeunes. Donc on voit vraiment mal ces deux pays se séparer. On pourrait plus parler d'une très profonde crise de régime entre les deux pouvoirs, mais pour autant, les populations n'ont pas divorcé. Merci Henri Vernet. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo et Thibault Lambert, réalisé par Pierre Chaffonjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Si vous aimez ce rendez-vous, n'hésitez pas à laisser des étoiles ou un message sur votre application audio. Et vous pouvez aussi nous écrire pour nous faire vos retours. codesource@leparisien.fr. Et puis n'oubliez pas le second podcast du Parisien, Crime Story. Chaque samedi dans Crime Story, une nouvelle affaire criminelle. Dans Crime Story, une nouvelle affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau et Damien Delsoni.